Eliès Fakfak, désigné chef du futur gouvernement tunisien, a assuré vendredi vouloir une coalition large. Il a néanmoins exclu deux partis, Kalba Tounès et le Parti d'Estouriens Libres. Des précisions à suivre dans ce journal. Plusieurs milliers de manifestants anti-régime ont défilé ce vendredi à Alger pour la 49e semaine consécutive. Une mobilisation qui persiste malgré un certain essoufflement face à un pouvoir qui dit vouloir le dialogue. Les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest de Madagascar depuis dimanche ont fait au moins 26 morts, 15 disparus et 90 000 sinistrés. C'est ce qu'a indiqué vendredi un bilan publié par le BNGRC. Et bienvenue pour ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bonjour et merci. Eliès Fakfak est désigné chef du futur gouvernement tunisien, a assuré vendredi vouloir une coalition large. Il a néanmoins exclu deux partis, Kalba Tounès qui pâtit des poursuites judiciaires contre son dirigeant et le Parti d'Estouriens Libres qui critique la révolution de 2011. Le président Kais Saied a désigné lundi cet ancien ministre des Finances et ancien cadre d'une filiale de Total âgé de 47 ans pour former d'ici un mois un gouvernement susceptible de convaincre le Parlement après le rejet par les députés d'un précédent gouvernement. Lors d'une première conférence de presse depuis sa désignation, Eliès Fakfak s'est prononcé sur les contours qu'il entend donner à la coalition politique. Je tiens à élargir la coalition politique afin de soutenir le gouvernement attendu pour qu'il ait une confiance large et solide à l'Assemblée des représentants du peuple. Les deux partis que je ne vois pas dans cette coalition gouvernementale sont Kalba Tounès et le Parti d'Estouriens Libres. Ils ne sont pas dans le processus réclamé pour le moment par le peuple. Fakfak ne compte pas sur le second parti siégeant au Parlement, Kalba Tounès, 38 sièges, dirigé par l'homme d'affaires Nabil Karoui, qui est toujours poursuivi pour fraude fiscale et blanchiment. Il ne compte pas non plus s'appuyer sur le Parti d'Estouriens Libres, 17 sièges, de la députée anti-islamiste Abir Moussi, qui critique la révolution de 2011 ayant mis fin au régime de Zine El Abidine Ben Ali et lancé la démocratisation de la Tunisie. Les consultations se concentreront sur le programme de ce gouvernement avant de passer au choix de son équipe, qui sera composée d'environ 25 membres avec une participation réelle des femmes et des jeunes, a assuré Fakfak. Plusieurs milliers de manifestants anti-régime ont défilé ce vendredi à Alger pour la 49e semaine consécutive, une mobilisation qui persiste malgré un certain essoufflement face à un pouvoir qui dit vouloir le dialogue. On ne s'arrêtera pas. Soit vous partez, soit on continue, a scandé la foule, encadrée par un important dispositif policier. Elle a aussi repris le slogan le plus populaire du Irak, le puissant mouvement de protestation populaire qui ébranle le pouvoir algérien depuis le 22 février 2019. État civil, pas militaire. Un total de 124 opposants restent emprisonnés, tandis que 94 ont été libérés ces dernières semaines, a précisé le coordinateur du Comité national pour la libération des détenus. Parmi leurs autres revendications, les irakistes ont dénoncé plus particulièrement l'exploitation du gaz de schiste au Sahel, accusant la France d'avoir dévisé sur les ressources gazières et pétrolières de l'Algérie. Puisque le pouvoir, qui jusqu'à présent a dilapidé les caisses de l'État, il veut les renflouer non seulement en imposant dans la nouvelle loi de finances de manière très forte les Algériens, mais d'autre part en relançant l'exploitation du gaz de schiste. Voilà comment on veut récupérer l'argent qui a été indûment détourné. À l'approche du premier anniversaire du mouvement, la mobilisation reste importante, mais marque le pas par rapport aux manifestations monstres de l'hiver et du printemps 2019, ou encore comparé au cortège durant la campagne de l'élection présidentielle du 12 décembre, massivement boycotté.
Il est cependant impossible d'évaluer précisément le nombre de manifestants en l'absence de tout comptage officiel. La manifestation s'est dispersée dans le calme en fin d'après-midi. Des marches similaires ont eu lieu dans le reste du pays. 5 personnes tuées et plusieurs autres enlevées, c'est le bilan d'une attaque des combattants du groupe djihadiste Boko Haram. Les victimes ont été surprises alors qu'elles ramassaient du bois dans le nord-ouest du Nigeria. C'est près de la ville de Dikwa, à 90 km de Maïdougouri, dans l'état de Borno, qu'a eu lieu le massacre jeudi. Les islamistes armés ont en effet ouvert le feu sur ces civils. À en croire un responsable d'une milice engagée aux côtés des forces de sécurité dans la lutte anti-djihadiste, le groupe de personnes attaquées était sorti de la ville pour aller ramasser du bois quand les terroristes de Boko Haram les ont agressés. 5 d'entre elles ont perdu la vie. Le reste des bûcherons ont pris la fuite et plusieurs d'entre eux ont été capturés par les assaillants d'après la même source. Les djihadistes s'en prennent régulièrement aux fermiers, bergers et bûcherons qu'ils accusent de collaborer avec l'armée en lui transmettant des informations. Dikwa habite plus de 70 000 personnes déplacées par les violences, vivant de l'aide humanitaire dans plusieurs camps. Certains tentent d'améliorer leur quotidien en coupant les arbres des environs, revendus comme bois de chauffage. Le conflit a fait 36 000 morts et environ 2 millions de déplacés depuis 2009, selon les Nations Unies. La violence s'est propagée au Niger, au Tchad et au Cameroun voisins, poussant les pays du bassin du lac Tchad à former une coalition militaire régionale pour combattre les djihadistes. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit. Les journalistes de la radio Soleil FM au Bénin donnent de la voix. Le délégué du personnel de cet organe de presse dont les programmes sont suspendus par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a été reçu sur l'émission Café Média Plus ce vendredi, occasion pour Virgile Arwancet d'évoquer les contours de cette décision de l'organe de régulation des médias du Bénin. C'est le 17 décembre dernier que Soleil FM a arrêté ses programmes. Raison officielle évoquée par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, non-renouvellement de convention. Les démarches de la direction de l'organe n'ont rien changé. Le personnel a accueilli la nouvelle de licenciement avec beaucoup d'effroi. Le personnel est désemparé. Des gens parmi nous ne sont plus en l'âge d'aller écrire des demandes d'emploi, par exemple. Donc, vous imaginez, ce n'est que ça, c'est sombre pour le personnel aujourd'hui. On était tout le temps menacés. Ce n'est pas aisé de travailler sur Soleil FM. La suspension de la radio de l'homme d'affaires et exilé en France, Sébastien Javant, intervient après plusieurs ennuis de la chaîne. Suspension et brouillage des ondes, mais en dépit de cette décision de la HAC, le délégué du personnel garde espoir. Nous espérons que quelque chose peut être encore fait parce que la HAC nous a suspendus jusqu'à nouvel ordre. Les employés sont licenciés, mais il n'est pas impossible que le promoteur et la HAC puissent trouver le terrain d'entente, n'est-ce pas, pour qu'une solution réapparaisse. Nous, on a encore cet espoir-là, malgré tout. L'Union des professionnels des médias du Bénin et plusieurs défenseurs des droits humains ont déjà appelé à la levée de cette mesure par la HAC. Annoncé en titre, les fortes pluies qui ont frappé le nord-ouest de Madagascar depuis dimanche ont fait au moins 26 morts, 15 disparus et 90 000 sinistrés. C'est ce qu'a indiqué ce vendredi un bilan publié par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Un précédent bilan faisait état de 21 morts et 20 disparus. 2 communes, Mitsinjo et Maeva-Tanana, ont été durement touchées par les pluies apportées par une zone de dépression. À Mitsinjo, dans la région de Bouéni, la crue de la rivière Lopi a emporté sur son passage 24 personnes, dont 4 ont été retrouvées mortes et 18 portées disparues. 4 autres personnes ont perdu la vie dans la même région, dans une autre commune. À Maeva-Tanana, dans la région de Betsiboka, 9 personnes ont perdu la vie, dont la majorité se trouvait dans une zone minière. Les routes nationales 4 et 6, reliant le nord-ouest au reste du pays, sont coupées. Dans le district de Port-Berge, 700 mètres de route ont été emportés par les pluies. Le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes souligne un risque d'insécurité alimentaire et de malnutrition à cause des inondations des plaines rizicoles et des bas-fonds, avec possibilité de flamber des prix des produits de première nécessité
nécessité pour cause de rupture d'approvisionnement. Il y a environ 800 hectares de rizières qui ont été détruites par l'eau et la boue. Il s'agit de notre riz que l'on a cultivé de novembre à janvier qui a été ravagé. La région Alaotra-Mangora est connue pour être le grenier à riz de Madagascar, mais maintenant ce n'est plus le cas avec cette inondation. Nous sommes en danger. Le Premier ministre Christian Tse a qualifié la situation de perte nationale et appelé à l'aide internationale, selon un communiqué de sa porte-parole. Ayant un climat tropical, Madagascar, une île dans l'océan Indien, un pays riche en biodiversité, fait face chaque année à une période de pluie très intense. Et pour finir, aux violences qui ont lieu dans l'est de la RD Congo s'ajoute depuis le début du mois de janvier une épidémie de choléra. Le phénomène touche les camps de déplacés internes situés dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu. Plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont fui les combats entre groupes armés vivent dans des camps en République démocratique du Congo. Dans ces endroits, le manque d'hygiène et d'accès à l'eau potable facilite la propagation de l'épidémie du choléra. Une épidémie de rougeole et de choléra a frappé les déplacés. Une unité de traitement anti-choléra a été ouverte par l'ONG Médecins sans frontières qui parle de 520 cas et de 2 décès. Le paludisme menace aussi. Ici, dans le camp, on n'a pas assez de sanitaires. Plus de 180 personnes utilisent les mêmes toilettes, vu que c'est tout le temps occupé, les enfants défèquent dehors et tout autour. Aujourd'hui, la population ne vient plus puiser de l'eau à cette source. On va chercher de l'eau un peu plus loin par peur des microbes qu'on peut avoir dans l'eau ici. Cette source contient des microbes qui proviennent des toilettes en haut de la colline. Tout le monde a peur. On a beaucoup de cas de choléra puisque les conditions d'hygiène ne sont pas bonnes. Vous savez, les gens laissent le caca, les matières fécales n'importe où. Il n'y a pas d'eau potable. Et ce sont des facteurs qui font que le choléra puisse être déclenché. Et effectivement, ça existe puisque les conditions ne sont pas bonnes. Alors nous sommes là pour atténuer la situation pour que ça ne puisse pas s'aggraver. Au total, 685 000 déplacés survivent dans ces territoires montagneux. Investi il y a un an, le nouveau chef d'État, Félix Tshisekedi, a lancé des appels au désarmement des groupes armés congolais et déclaré qu'il était prêt à mourir pour la paix dans les 2 provinces du Kivu en crise depuis 25 ans. Et ce sera déjà tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.